Pierre Lursa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Nishma. On est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre nouveau livre qui s'appelle De l'opacité du monde aux éditions L'Éléphant. Alors c'est un livre que j'ai eu la chance de lire et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, comme je vous l'ai dit en le terminant. D'une part parce que c'est un livre court mais très concentré avec beaucoup d'idées à l'intérieur. Et c'est un livre qui donne de l'appétit de lecture aussi puisque vous faites référence à de nombreux ouvrages. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et j'aimerais aussi faire partager ça à nos auditeurs, que eux aussi puissent découvrir ce livre. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né le 7 février 1967 à Princeton, aux États-Unis, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont surtout des ouvrages à connotation politique. Et en fait, on peut remarquer que ça contraste avec de l'opacité du monde, puisque nous sommes sur un livre avec des thèmes qui sont plutôt universels, plutôt philosophiques. Est-ce que l'écriture de ce livre marque un tournant dans votre bibliographie? Est-ce que c'est un tournant qui est marqué par les événements récents? Alors oui, d'abord, face à l'opacité du monde, effectivement, plutôt un essai philosophique sur des questions qui tournent autour de la technologie et de l'anthropologie, mais qui sont des questions, je dirais, très concrètes et qui nous concernent tous. Et en gros, je dirais que le thème central du livre, c'est pourquoi est-ce que le monde devient de moins en moins intelligible? Et effectivement, c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire déjà il y a un petit bout de temps, à l'époque du Covid. C'est-à-dire à une époque où on avait l'impression qu'il y avait de plus en plus, et aussi une autre idée qui est abordée dans le livre, que les gens étaient capables de croire à des idées folles. Les gens intelligents se mettent à croire à des idées folles. On a vu ça pendant le Covid à propos de la vaccination. On a vu ça aussi récemment sur d'autres sujets. On le voit aussi maintenant pendant la guerre. Toutes sortes de gens très éduqués, entre guillemets, qui soutiennent le Hamas. Donc, je dirais que ça, c'est un petit peu le point de départ du livre. C'était effectivement à l'époque du Covid. C'est un peu la suite du livre que j'ai publié à cette époque qui s'appelait Seul dans l'arche. Donc, une réflexion sur des sujets philosophiques universels et qui est nourrie aussi par la pensée juive. Très bien. Alors dans ce dernier livre de l'opacité du monde, on a l'impression qu'on prend un peu de hauteur sur les événements. On s'éloigne un peu du vacarme ambiant, des fake news, de la guerre, de l'antisémitisme, et on parle de grands thèmes. Et l'un des thèmes majeurs de votre livre, c'est, si je ne m'abuse, la perte de la place de l'homme dans le monde, et ce que vous appelez la dégradation du jugement moral. Notre incapacité à porter un jugement, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça touche apparemment tous les domaines. Alors ma question c'est, est-ce que on est vraiment incapable d'avoir aujourd'hui un jugement moral? Est-ce qu'on est incapable de juger? Et surtout, est-ce que finalement, on vit dans un monde moins moral qu'au Moyen Âge ou qu'au XXe siècle? Alors, effectivement, c'est un peu un des sujets aussi qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que finalement, on vit à une époque d'un accroissement exponentiel de la connaissance, en tout cas de la connaissance qui est accessible. Il y a une espèce de promesse d'intelligibilité du monde qui est concomitante au développement de tous les nouveaux médias et l'Internet, évidemment. Et donc, on a un peu cette illusion que dès lors que toutes les connaissances deviennent accessibles en un clic, alors forcément, on va devenir même peut-être pas plus intelligent, mais en tout cas mieux informé. Et justement, il y a une espèce d'illusion de croire que être mieux informé, ça veut dire finalement être capable de porter un regard plus éclairé sur le monde qui nous entoure. Et là, on s'aperçoit, on s'en était déjà aperçu auparavant, donc notamment à l'époque du Covid, mais on s'en aperçoit aussi très bien aujourd'hui dans la guerre qui oppose Israël au Hamas, c'est que toutes sortes de gens qui sont pas tous a priori des partisans du Hamas sont quand même capables de soit d'établir une espèce d'équivalence morale, hein, et l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment les trois présidentes d'universités prestigieuses aux États-Unis, à qui on a posé la question très simple, est-ce qu'un appel au génocide des Juifs, est-ce que c'est condamnable ou pas? Donc une question où on pouvait répondre que par oui ou par non, et elles ont commencé à faire tout un pile-poule en expliquant que ça dépendait du contexte. Évidemment,
au-delà même, je dirais, de la curiosité ou de l'anecdote, on voit qu'il y a quelque chose qui est très profond, c'est-à-dire que on voit des personnes très éduquées, très instruites, qu'on pourrait penser a priori très intelligentes, disons une intelligence, voilà, d'une intelligence normale, et qui, à une question très simple, sont incapables de donner une réponse très simple, et qui nous expliquent qu'il faut contextualiser, c'est-à-dire, en fait, il faut comprendre quelles sont les intentions. Est-ce que si les gens qui appellent au génocide des Juifs, en fait, c'est simplement parce qu'ils réclament la justice pour la Palestine, alors dans ce cas-là, c'est bien. En gros, c'est ça qu'elles nous disent. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce phénomène dans une perspective beaucoup plus large, qui est celle du monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que c'est pas un exemple isolé, évidemment. On pourrait multiplier les exemples, et ça concerne pas seulement Israël. Par exemple, si on veut prendre un exemple qui n'a rien à voir avec Israël, pourquoi est-ce que par exemple, un autre exemple qui nous concerne aussi, nous, en tant que juifs, pourquoi à l'époque du Covid, il y a des gens qui étaient hostiles à la vaccination et qui, du coup, ont élaboré toutes sortes de théories pour nous expliquer que finalement, la vaccination, c'était comme la Shoah. Hein, et vous avez peut-être vu cette vidéo assez virale d'une survivante de la Shoah ou d'une enfant de rescapé, je ne sais plus, une dame d'un certain âge aux États-Unis, qui nous expliquait très sérieusement que la vaccination, c'était la Shoah. Alors, pourquoi Absolument. est-ce que des gens intelligents croient à des idées folles? Et ça, à mon avis, c'est caractéristique du monde d'aujourd'hui. C'est pas la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité. C'est peut-être même assez fréquent dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, on a tous le sentiment qu'on vit dans une époque de progrès, de connaissances beaucoup plus accessibles, beaucoup plus démocratisées aussi. Internet, c'est aussi la démocratisation du savoir, c'est aussi une des promesses d'Internet. Et donc, pourquoi est-ce que des gens intelligents sont capables de proférer des choses aussi stupides? Et la réponse, j'ai essayé de la chercher dans plusieurs directions, en m'intéressant à plusieurs sujets qui relèvent à la fois du domaine de l'idéologie, par exemple, évidemment, cette idéologie aujourd'hui en vogue sur les campus américains, le wokisme, le postmodernisme, ce que Shmuel Trigano appelle la nouvelle idéologie dominante. Donc, je consacre un chapitre à son livre. Et aussi dans une autre direction qui est celle de la technologie. C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'illusion technologique et les nouveaux médias aussi, est-ce que les nouveaux médias et la technologie n'ont pas une part de responsabilité dans cette incapacité que nous avons à porter un jugement moral et à comprendre des choses aussi simples que la guerre entre Israël et le Hamas ou que la vaccination à l'époque du Covid? Alors justement, je voudrais vous arrêter 2 petites minutes sur cette idée en fait, de relativisme, puisqu'en fait, ce que vous condamnez euh, en filigrane, c'est un peu le relativisme ambiant qui peut régner peut-être notamment dans les sociétés occidentales. Et est-ce que finalement le pendant en fait du relativisme, ça nous conduirait pas à une forme de fanatisme, puisqu'on sait que le contraire du relativisme, en fait, c'est peut-être s'enfermer dans une pensée qui est peut-être manichéenne ou tout noir ou tout blanc. Est-ce que finalement le fait de revenir à ça, est-ce que c'est pas aussi un danger? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibre à trouver plutôt? Revenir à alors comment vous définiriez le contraire du relativisme? Ça serait finalement le relativisme, ça serait positif parce que ça nous éloignerait de toute tendance manichéenne. En fait, le fait de définir, c'est une réflexion que j'ai au fil de l'eau, mais le fait de définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est blanc et ce qui est noir, du coup, est-ce que ça aurait pas tendance à nous enfermer dans une forme de fanatisme qui est un peu qui serait un peu en fait le contraire du développement d'une société moderne? Oui, c'est intéressant comme idée parce que effectivement, un des auteurs auquel je fais référence, qui est Pierre-André Taguieff, a montré qu'une des accusations récurrentes portées contre le judaïsme, c'est à la fois l'accusation de fanatisme, effectivement, et l'accusation de manichéisme. Et alors que vous comme moi, qui connaissons un petit peu le judaïsme, nous savons bien que dans le judaïsme, il n'y a aucune trace de fanatisme, et il n'y a pas non plus pas non plus de traces de manichéisme. C'est-à-dire qu'on est nous sommes une culture et une pensée, une civilisation qui favorise à la fois le dialogue permanent, l'interrogation des textes, et donc une pensée complexe. On n'est pas dans une pensée simplificatrice. Alors que la pensée occidentale postmoderne, et notamment celle qu'on voit sur les campus américains, dont on parlait tout à l'heure, elle, pour le coup, c'est une pensée simplificatrice à l'outrance, et c'est une pensée manichéenne. Et finalement, c'est une pensée qui peut donner, qui donne,
qui peut tout à fait engendrer une forme de fanatisme. Hein. Quand je vois ces étudiants de Harvard qui manifestent contre Israël, et par exemple, on a des récits d'étudiants juifs sur ces facultés. Je précise d'étudiants juifs pro-Israël, parce qu'il y a aussi des étudiants juifs dans le camp du Hamas, malheureusement. Mais ces étudiants juifs qui tentent de défendre Israël très courageusement sur les campus américains et qui se font presque lyncher, c'est-à-dire qu'ils sont menacés physiquement. Donc, on voit bien que la pensée contemporaine dans ses dérives wokistes, c'est pas du tout une pensée tolérante. Hein. Il y a une espèce d'habit de tolérance, il y a une espèce d'habit effectivement le relativisme au départ, dire que toutes les cultures se valent, dire que chacun a voix au chapitre, ça peut donner une illusion effectivement d'être quelque chose de bien. Alors c'est un sujet que j'aborde aussi dans le livre, c'est finalement c'est qui le père du relativisme moral et culturel, c'est Lévi-Strauss. Et quand on essaye finalement de juger l'apport de Lévi-Strauss à la société contemporaine, à la pensée contemporaine, on s'aperçoit de tout le mal qu'il a fait, justement par cette idée que toutes les cultures se valent. C'est un petit peu finalement, c'est peut-être ça l'argument de ceux qui nous disent on ne va pas trancher entre Israël et le Hamas. On va garder un ex-aequo entre les deux, hein, comme disait Jean-Luc Godard. L'objectivité, c'est 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour les nazis. Et là, aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Effectivement, dans la guerre d'Israël contre le Hamas, on est obligé de prendre parti. On ne peut pas garder une forme de neutralité et on est obligé de faire un choix moral. Et ce choix moral, il est évident. Et s'il ne paraît pas évident à certains de nos contemporains, ça veut bien dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Absolument. Je voudrais revenir sur cet aspect technique ou technologique, puisque ça infuse un peu l'ensemble du livre. Moi, j'ai été marqué par cette partie-là, enfin cet angle-là technologique, puisque vous dites régulièrement dans certains chapitres que l'homme est en train de devenir quelque part esclave de la technologie. Alors on parle notamment de l'intelligence artificielle, on parle de la profusion des écrans, de la surabondance de l'information et des écrans. Donc il y a une forme d'esclavage de l'homme et donc une perte de la place de l'homme. Moi, ma question, c'est est-ce que le fait de condamner de cette manière-là la technologie, est-ce que d'une part, c'est pas un peu réactionnaire, parce que ça correspond pas en fait à toutes les réactions face au progrès qu'on connaît et qu'on a déjà lu et qui auraient pu se poser aussi au siècle dernier avec les inventions les inventions du XXe siècle. Et surtout, est-ce que finalement, on n'est pas un peu en porte-à-faux avec la société israélienne, qui est un peu le parangon de la high-tech, qui est la Startup Nation. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage par rapport à ça? Oui, alors d'abord, critiquer la technique, critiquer la technologie, je dirais que ça fait partie intégrante de la pensée occidentale. C'est pas quelque chose de nouveau on peut pas non plus, quant à l'accusation de réactionnaire, la plupart des critiques d'ailleurs de la technologie et de ses dérives et je dirais que la pensée critique de la technique en Occident, en France notamment, elle vient plutôt d'ailleurs elle est plutôt située à gauche politiquement. C'est intéressant de constater. D'ailleurs, ça m'a beaucoup interrogé. J'ai pas de réponse tout à fait claire sur ce sujet, mais c'est un fait avéré que je dirais que la posture critique vis-à-vis de la technique, où les auteurs, tout simplement, pour dire les choses plus simplement, les grands auteurs qui ont critiqué la technique au XXe siècle notamment, sont plutôt situés à gauche. Il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est Günther Anders. Il y en a beaucoup d'autres. C'est quelque chose de tout. Il y a une profusion d'auteurs qui ont critiqué la technique et la technologie, et c'est pas du tout au nom d'une espèce de conservatisme ou d'une espèce d'hostilité au progrès. C'est simplement parce qu'ils ont saisi, chacun à son époque et à son moment, et chacun à sa manière, le danger que ça constituait pour la spécificité de l'homme. Et un des auteurs, celui par lequel j'ouvre le livre, c'est Neil Postman, donc un critique des médias et qui a écrit dans les années 70-80 aux États-Unis, et qui a parlé de ce qu'il appelle le syndrome de Frankenstein. C'est quoi le syndrome de Frankenstein? C'est que, en fait, chaque fois qu'on invente un nouvel outil, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ça va modifier notre définition même de la pensée et des activités et des autres activités humaines. C'est-à-dire que finalement,
il ne s'agit pas simplement de modifier notre façon de communiquer ou de modifier notre façon de, de nous servir de certains outils. Hein. La technologie, c'est pas un outil, ou disons que c'est un outil qui va finalement nous revenir comme un boomerang en modifiant notre façon même d'appréhender le monde et finalement notre façon de définir notre rapport au monde. Et donc, ça touche à des choses très profondes. Hein. C'est ça l'objet principal de la critique de la technologie. C'est pas de dire tout simplement que tel objet va nous rendre moins intelligents, ce qui d'ailleurs est vérifié aussi par exemple avec les smartphones. Hein. Plus on donne d'intelligence aux outils dont on se sert, et plus quelque part on se prive de certaines facultés. Pensez par exemple, essayez de vous retrouver vous avez rendez-vous au centre de Tel Aviv, vous n'utilisez pas votre Waze ou Google Maps et vous vous apercevez que vous êtes devenu totalement handicapé. Ça, je dirais, c'est l'aspect le plus trivial, le plus évident de la critique de la technologie. Mais il y a des aspects beaucoup plus profonds et qui nous concernent en tant qu'Israéliens, en tant que Juifs, et notamment le fait que les nouveaux médias et les téléphones portables finalement, ont développé une civilisation qui repose presque entièrement sur l'image. Et on le voit bien aujourd'hui où on est obligé d'utiliser, comme on est en train de le faire, une vidéo pour faire passer un message sur les réseaux, parce que si on n'utilise que le texte, finalement, on va toucher beaucoup moins de monde. Et même quand on utilise du texte, on est obligé de restreindre notre message, on est obligé, vous avez vu sur les grands journaux, on vous prévient à l'avance combien de temps ça va vous prendre, parce qu'en plus, il y a un aspect aussi que j'apporte dans le livre, qui est celui de ce que la guerre pour ce que deux auteurs français ont appelé la guerre pour l'attention. C'est-à-dire notre attention est sollicitée de tous les côtés, et aujourd'hui, on a du mal à trouver 5 minutes pour lire un article sérieux sur un sujet qui nous intéresse. Déjà, ça, c'est un effort, c'est presque un défi qu'on doit relever de trouver 5 minutes pour se concentrer. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème, premièrement, qui nous concerne tous, qui est un problème crucial parce que la guerre pour l'attention, ça engendre beaucoup de problèmes, à la fois au niveau de l'éducation, au niveau aussi de la connaissance, au niveau aussi de notre façon à nous de nous instruire, de parfaire on sait bien en tant que juif que la connaissance, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui doit se développer tout le temps. Et effectivement, si notre attention est perpétuellement distraite par des téléphones portables, par toutes sortes de sollicitations, de notifications, etc., eh bien, on voit bien que ça pose un problème. Et je dirais, peut-être pour résumer un petit peu le danger principal de cette civilisation des écrans et des images, c'est que nous, en tant que juifs, on sait très bien qu'un des principaux impératifs de notre tradition, c'est l'otaturu acharei levavchem v'acharei nechem. Et aujourd'hui, on est en plein dans une civilisation qui nous incite à suivre notre cœur et nos yeux. Tout repose sur l'émotion, sur l'image, et le danger, on le connaît très bien en tant que juif. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle nos contemporains ont du mal à choisir entre Israël et le Hamas. Pour eux, c'est pas un choix aussi évident que ça nous le paraît à nous. Alors ça me fait penser à une phrase que j'ai lue dans votre livre. On va un petit peu sortir des clous, mais c'est une phrase qui m'a marqué, où en fait vous dites que le monde n'est qu'information. Et ça m'a fait penser en fait à un livre des frères, des jumeaux Bogdanov, feu les frères Bogdanov, que j'avais lu sur le visage de Dieu, et qui parlait de l'élément euh, principal de la création, enfin l'élément fondamental de la création qui serait en fait une information. Et en fait, cette phrase m'a renvoyé en fait à aussi une approche un peu cosmogonique, voire presque métaphysique en fait de la création. Est-ce que vous-même vous avez fait ce lien avec le fait que le monde ne serait qu'information? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Bien, justement, c'est une des idées que je critique, l'idée que le monde serait seulement de l'information, et avec l'idée qui en découle, qui est encore plus dangereuse, qui est celle de penser que l'homme lui-même serait une machine à traiter l'information. Et ça, c'est un sujet aussi important dans ce petit livre, c'est celui de l'intelligence artificielle. Le mythe de l'intelligence artificielle qui peut paraître sympathique par certains aspects, même même si il engendre aussi d'ailleurs beaucoup d'angoisse et de peur chez nos contemporains, de se dire finalement on va créer des robots qui vont devenir plus intelligents que nous. Mais même dans cette interrogation un petit peu peut-être naïve, ça révèle, je dirais, toute l'ampleur de la méprise. Si on est capable de croire que des robots sont intelligents, alors effectivement, peut-être qu'ils vont devenir plus intelligents que nous, entre guillemets, mais on sait bien que l'intelligence, nous en tant que juifs israéliens, on le sait très bien, l'intelligence, c'est le propre de l'homme. Il n'y a pas d'autre forme d'intelligence, ou disons, on ne peut pas comparer l'intelligence de l'homme, pour dire les choses de manière peut-être plus
peut-être plus mesurée, à d'autres formes d'intelligence comme celle de l'animal ou comme celle du robot. Hein. L'animal a une intelligence très limitée. Pourquoi? Et ça nous ramène à la première question, parce qu'il n'a pas le libre arbitre et surtout il n'a pas la faculté de jugement moral. Et quant au robot, lui, il a encore moins que ça, il a juste une façon, lui pour le coup, il est une machine à traiter de l'information. Et nous, on sait bien que l'homme, c'est bien plus qu'une machine à traiter de l'information, précisément parce qu'il a le libre arbitre et la faculté du jugement moral. Donc, et tout ça, c'est ce qu'on appelle finalement, c'est la notion hébraïque du tselem, de l'homme créé à l'image de Dieu. Et c'est un petit peu le fil conducteur de tous les auteurs que j'analyse dans ce livre et de tous les thèmes que j'aborde. Finalement, c'est l'oubli de cette notion fondatrice de la civilisation judéo-chrétienne que nous-mêmes nous avons léguée à l'humanité, qui est l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire de l'homme créature capable à la fois de comprendre, à la fois être pensant et aussi être moral. Hein, c'est un peu, d'ailleurs, les deux pôles dans la philosophie occidentale. La philosophie occidentale, c'est toujours partagé entre deux définitions de l'être humain, soit être pensant, soit être agissant, et donc avec une faculté morale. Et aujourd'hui, on a oublié la deuxième définition. Lorsqu'on utilise cette métaphore de l'intelligence artificielle, en pensant que des robots ont une intelligence proche de la nôtre, ou même qui pourraient dépasser la nôtre, on oublie que l'homme, c'est pas seulement un être pensant, c'est aussi un être agissant, et donc un être qui est obligé de faire des choix, et dont les choix sont basés sur des critères moraux. Alors justement, c'est vrai que votre livre est foisonnant parce que on ne parle pas que de technologie ou de technique, mais on parle de wokisme, de théorie du genre, de postmodernisme. Donc c'est absolument foisonnant. Et c'est vrai que alors il y a 12 livres. Alors il y a 11 ou 12 livres parce que j'ai eu un doute. J'ai vu qu'il y avait 11 chapitres, mais je crois qu'à un moment donné vous parlez de 12 livres, si je dis pas de bêtises. Il y en a 12, oui, parce que le chapitre sur Éric Sadin porte sur 2 livres d'Éric Sadin. D'accord. Donc il y a 12 livres. Le chiffre 12, c'est un chiffre qui vous tient à cœur? Il y a une symbolique particulière? Non, pas du tout, non. Il n'y a aucune symbolique, il y a simplement, j'ai voulu limiter la taille du livre. Parce que, aussi, précisément, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on vit dans une époque de surabondance, surabondance de l'information, surabondance du livre aussi. Et je cite en introduction un philosophe espagnol qui parlait déjà de la surabondance des livres il y a 100 ans. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, le phénomène n'a fait qu'empirer. Et effectivement, on croule sous l'information, on croule sous les livres. Les éditeurs eux-mêmes sont pris dans une espèce de frénésie de publication parce qu'ils veulent toujours publier des best-sellers. Et nous, pauvres lecteurs, nous sommes perdus dans un océan. Et donc moi, ce petit livre qui est sous-titré Des livres qui nous éclairent, j'ai voulu évidemment limiter le nombre de livres, pas faire une encyclopédie, mais simplement au contraire, essayer de ramasser dans un petit livre qui fait à peu près une centaine de pages, 12 livres qui portent tous un regard à la fois critique et constructif sur notre monde et qui nous permettent, à mon sens, d'éclairer le monde dans lequel on vit. Et le lecteur qui aura envie d'en savoir plus, évidemment, pourra aller lire les livres dont je parle, mais celui qui se contentera de lire mon livre, déjà, il aura peut-être un petit goût de tout ce que ces auteurs ont dit et de tout ce qu'ils m'ont apporté à moi personnellement, à ma réflexion sur ces sujets qui nous concernent tous. En tout cas, vous êtes transparent puisque vous citez ces auteurs et vous faites référence à eux. Donc c'est éminemment un livre moral. C'est pas des idées qui ont été grappillées à droite à gauche puisqu'on parle vraiment des auteurs et de leurs ouvrages. En tous les cas, c'est un livre absolument passionnant que je vous recommande, Face à l'opacité du monde. C'est aux éditions de l'Éléphant et vous trouverez bien sûr le lien pour acheter ce livre sur notre plateforme, sur Nishma. Pierre, merci infiniment pour ce moment. Et Merci à vous. Et félicitations pour cet ouvrage très éclairant sur la période actuelle et sur notre monde. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Nishma. À bientôt. Merci.